défecator, on défèque sur les fakes. Ça fait plaisir de vous retrouver. Ah oui, c'est écoulé un peu de temps depuis le dernier épisode, et j'en suis désolé. J'ai bien senti qu'il y en a parmi vous qui sont au taquet, et ça fait plaisir d'être attendu. Mais comme je vous l'ai dit, moi j'ai besoin de me documenter, de creuser les sujets, de recouper les infos. Et tout ça, il n'y a pas de solution miracle, ça prend du temps. Alors, aujourd'hui, on va essayer de comprendre quelque chose qu'on entend régulièrement sur les ondes ou sur le net. Vous avez compris effectivement que nous n'étions pas en démocratie. Dans une démocratie, tout le monde est représenté. La France n'est plus une démocratie. En 2005... Pardon ? Non, la France n'est plus une démocratie, là on fait tous semblant. Je connais pas la France à mes yeux, c'est pas... La France n'est pas une démocratie. Non, c'est pas élire des gens de temps en temps qui fait une démocratie, c'est vraiment de voter sur les projets. Le fait de désigner des maîtres au lieu de voter des lois est une imposture politique. Nous ne sommes pas en démocratie. En démocratie, nous voterions nos lois. Nous-mêmes, un homme, une voix pour voter les lois, pas pour désigner des maîtres. Si demain on a quelqu'un qui n'est pas un vrai démocrate au pouvoir, alors il a des pouvoirs immenses. Et ça, c'est un problème majeur. Voilà donc ce que nous disent des penseurs, des intellectuels de tous bords, et pas que d'ailleurs. Cette opinion est reprise aussi par des gens d'autres gens. La République, ça ne marche pas. Ça ne marche ni en France, ni dans aucun autre pays, et ça ne marche pas au XXIe siècle, comme ça n'avait pas marché durant les siècles précédents, ni même à son origine en Grèce, chez les Étrusques. Bon, et c'est là qu'on s'aperçoit que l'idée est facilement extrapolée et récupérée pour servir des discours un peu plus hasardeux. L'illusion de la démocratie, la franc-maçonnerie, les épandages chimiques, les chemtrails, la vaccination des jeunes enfants, 100 000 nouveaux enfants autistes. L'énergie libre, les Illuminati, des sectes sataniques, le sacrifice de jeunes enfants, du glyphosate et ses déviances dès le plus jeune âge. C'est pourquoi j'annonce, au nom du Conseil national de transition, représentation légitime du peuple français, une reprise directe du pouvoir le 5 mai prochain. Wow. Alors déjà à ce stade, on a envie d'avoir la réponse à deux questions. Est-ce que notre démocratie, c'est du fake ? Et puis, qu'est-ce qui s'est passé le 5 mai ? Est-ce qu'il y a donc bien eu une reprise directe du pouvoir par le peuple français grâce à ce Conseil national de transition ? On va y venir. Mais chaque chose en son temps. Pour commencer, on va déjà essayer de bien comprendre ce que c'est que la démocratie. Parce que c'est vrai que le mot est galvaudé. Tout le monde l'utilise à propos de tout et n'importe quoi. Et ça, c'est comme tout, à force de le conjuguer à toutes les sauces, on finit par plus trop savoir ce qu'on mange. Je vais venir m'expliquer devant la commission d'enquête, mais elle n'a aucun droit. Elle bafoue notre démocratie et la séparation des pouvoirs, s'exclame d'une traite Alexandre Benalla quand il nous répond au téléphone tard hier soir. Là, par exemple, ce monsieur Benalla qui trouve antidémocratique qu'on lui demande de venir s'expliquer, c'est un ex très proche collaborateur du président de la République qui était chargé de sa protection, juste en juillet, au moment où le monde l'a reconnu dans une vidéo qui circulait depuis le 1er mai. Parce que lors du 1er mai, on ne sait pas trop ce qu'il lui avait pris, il s'était retrouvé avec un équipement et un brassard de police, tranquillou, pour aller casser du manifestant. Ce qui n'a pas grand-chose à voir avec sa mission. Mais en tout cas, on le voit, il y avait mis beaucoup d'ardeur, jusqu'à ce qu'on le filme. Ce qui l'a amené ensuite à tenter d'effacer les traces en récupérant les images des systèmes de vidéoprotection. Bref, ça faisait déjà 5 motifs de mise en examen. Et alors, ce monsieur, quand on s'est mis à creuser un peu, on s'est aperçu que c'est un sacré personnage. Il y a quelques années déjà, il était chauffeur d'Arnaud Montebourg, qu'il a viré quand le mec a voulu fuir juste après avoir provoqué un accident. Pendant la campagne présidentielle de Macron, à la sortie d'un meeting, alors qu'il n'avait pas encore de port d'arme, le mec avait sorti une arme pour faire un selfie, de très bon goût d'ailleurs. Et cet été, on s'est aperçu qu'alors qu'il était censé avoir été mis à pied après ses abus du 1er mai, il se baladait carrément dans le bus des Bleus pour défiler sur les Champs-Élysées. Alors bon, on a Christophe Castaner qui avait tenté de nous expliquer qu'en fait, il paraît qu'il était chargé des bagages. Christophe Castaner, c'est notre nouveau ministre de l'Intérieur. On espère qu'il va se renseigner un peu autrement qu'avec des « il paraît ». Surtout d'entre-temps, on a su que Benalla était en lien avec l'Élysée pour régler l'allure du bus. Enfin bref, peu importe, il n'était pas du tout mis à pied, quoi. Et ce monsieur disposait aussi d'un badge pour accéder à l'Assemblée nationale, où n'accèdent normalement que les élus, en particulier dans l'hémicycle. Les élus, le gouvernement et les huissiers. Vous et moi, on n'y accède pas. Mais lui, ni élu, ni rien, il y accédait tranquille. Alors après, quand même, devant les sénateurs, il a reconnu que oui, il avait demandé un accès privilégié, mais c'était pour se faire un petit caprice. Bon alors ça va, c'est parce qu'il voulait accéder à la salle de sport et à la bibliothèque. Bon si c'est pour la culture, Pourquoi le roi soleil, on l'a appelé le roi soleil? Que sa chambre elle était exposée sud et du coup il est mis le soleil. Il vivait à Versailles et quand on dit c'est Versailles c'est parce que c'est tout allumé. Non, c'est pas tout allumé. parce que c'est toujours allumé. En tout cas, voilà, ce truculent personnage amateur de culture, que ni vous ni moi n'avons élu, qui se trouve bardé de privilèges publics et protégé par le sommet de l'État même quand il fait des conneries manifestes,
Bien figurez-vous que lorsqu'il estime qu'une commission d'enquête à son sujet bafoue la démocratie, c'est discutable. Peut-être que c'est pas institutionnel, mais que ça bafoue la démocratie, ça c'est autre chose. Que quelqu'un rende des comptes quand il a abusé du pouvoir public qui lui avait été conféré, comme ici dans le dispositif de l'Élysée, ça fait partie des fondements même de la démocratie à l'origine. Et c'est pour ça qu'on va parler un peu de démocratie. Pour y voir clair, pour éviter de se faire embrouiller par les exagérations des uns ou des autres, ou les tentatives de mélanger les vrais problèmes avec les sectes sataniques et l'invasion des sauterelles géantes ou je sais pas quoi. Donc dans cet épisode, on va casser du fake, hein, ça comme d'habitude, ça change pas, mais pas que. On va faire travailler ensemble notre esprit critique, et on va essayer de prendre du recul sur notre République. Et soyons clairs tout de suite, on va pas parler de politique. Bien sûr, je tape souvent sur Macron dans mes vidéos, mais là, c'est pas le propos. Donc dans ce qui suit, je vais pas chercher à taper sur lui plus que sur un autre. Le but, c'est pas de parler du parti de l'un ou des combines de l'autre, et dans les commentaires non plus, s'il vous plaît. Et pareil, si c'est juste pour nous dire que le système est pourri et que tout s'explique par des sociétés secrètes ou par le Saint-Esprit, je pense que le mieux, pour être en cohérence avec vous-même, ce sera que vous lâchiez votre compte YouTube et que vous quittiez le système pour aller vivre nos tartiers avec des chèvres. Hein, nous, pendant ce temps, on va se confronter un peu à la réalité et se baser uniquement sur des faits. Donc là, on va parler des rouages de notre démocratie. Et on va mettre les doigts dedans pour regarder comment ça fonctionne et comment ça fonctionne pas. Alors, je vous dis pas qu'on en ressortira avec les doigts qui sentent la rose, mais au moins ça permettra de trouver ceux qui coincent. Et bon, c'est plutôt un sujet de société, mais on va essayer d'être aussi rigoureux que quand on parle de science. D'ailleurs, peut-être qu'on fera appel à la science en cours de route, vous allez voir. Alors la démocratie, c'est vaste. Étymologiquement, ça vient du grec ancien, kratos c'est le pouvoir et démos le peuple. On reprend souvent la phrase d'Abraham Lincoln, la démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Et la démocratie s'oppose donc à la monarchie, qui est le pouvoir d'un seul, le monarque, et à l'oligarchie, qui est le pouvoir d'un petit groupe, oligos. Alors ça peut être une aristocratie, le pouvoir des meilleurs, de l'élite, ou la géniocratie. Ça c'est l'idée de Raël, celui dont on avait parlé dans le dernier épisode. Son idée à lui, ce serait de donner le pouvoir aux génies, c'est ceux qui ont un QI supérieur de 50% à la moyenne. Mais déjà, comme d'emblée, lui il se classe dans le lot, ça semble indiquer que c'est pas forcément une grande garantie de moralité. Bref, restons sérieux, la démocratie est née il y a 2500 ans dans la Grèce antique. Et le modèle auquel on se réfère en général, c'est celui de la démocratie athénienne. Les pères de cette démocratie, c'était Solon et puis surtout Clisthène à partir de 508 avant Jésus-Christ, parce que c'est lui qui aurait introduit la démocratie directe qui a duré 2 siècles. Quoi ? Ah, ça y est, là, je pressens déjà les commentaires des muscaphiles enragés. Ok, j'ai pas fait l'effort de vous mettre vraiment la tête de Clisthène, en fait là c'était Aristote. Parce que ça fait toujours classe de mettre un peu d'Aristote. Tout le monde le fait. Dès qu'on parle d'antiquité grecque, quel que soit le domaine, il est toujours plus ou moins dans le coup, donc c'est pratique. Et pour vous c'est la même, quoi. Tout ça c'est des bustes de vieux barbus qui se ressemblent tous. Vous allez me dire que vous voyez vraiment une différence avec Eratosthène, si on en avait parlé pour la Terre plate. Enfin bon, ok, voilà. Solon et Clisthène. Ah ça change tout, ça valait bien la peine qu'on s'y arrête. Alors, pour évaluer un système démocratique, on va se pencher sur une série de questions simples pour trouver comment s'exerce le pouvoir, en examinant les 3 pouvoirs, selon le principe de la séparation des pouvoirs de Montesquieu, qu'il avait lui-même piqué à John Locke. Et là, tout de suite, quand c'est plus des vieux parasites qui font tous la même tronche, ça a quand même un peu plus de sens d'afficher des portraits. Donc, première question, c'est la base, qui peut participer ? Ensuite, comment s'exerce le pouvoir législatif, celui de faire la loi, qui décide, qui peut proposer les lois, qui les écrit ? Et puis, comment s'exerce le pouvoir judiciaire, qui peut juger, qui peut sanctionner quand on ne respecte pas la loi. Et enfin, comment s'exerce le pouvoir exécutif, celui de faire exécuter les lois, donc en gros, qui commande la force publique, la police, l'armée, et qui gère la politique courante. Et puis en bonus, on parle aussi parfois d'un 4e pouvoir, celui de la presse et des médias. Donc il faudra aussi regarder ça, les médias sont-ils indépendants ? Et voilà ce qu'on va chercher. Alors allons-y, transportons-nous dans la Grèce. Et là, je parle pas spécialement de ceux qui sont en surpoids, ni du soi-disant sandwich grec, qui effectivement est plutôt calorique, mais qui n'est pas grec. Ça, c'est une confusion qui est née à Paris, parce que les premiers restaurateurs qui l'ont proposé étaient grecs, alors qu'il s'agit bien d'un sandwich turc, à l'origine. D'ailleurs, kebab, ça veut dire viande grillée en turc. Alors qu'en grec, on dit psissimos tiskara. Et que je sache, personne en fin de soirée nous a jamais dit ah tiens, si on allait se faire un psissimos tiskara. Ou alors vous avez décliné l'offre poliment, en expliquant que vous aviez déjà des toilettes à la maison, et vous avez eu bien raison. Allez, on digresse. Et hop, nous y voilà. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, le monde grec, ce sont des cités autonomes. Athènes, Corinthe, Thèbes. Ce sont en général des monarchies, mais à Athènes s'est mise en place une démocratie, avec des institutions qui se sont réparties autour d'une grande place centrale, l'agora. C'est à la fois le centre social et politique. Alors, première question, qui va participer à cette démocratie de la cité ?
Eh bien, ce sont les citoyens. Mais pour être citoyen athénien, il y a quelques conditions. Il faut être un adulte, homme. Déjà, les femmes, à l'époque, il n'y avait pas vraiment l'égalité des chances. Il faut être né de père athénien, donc il n'y a pas de place pour les métèques, c'est le terme utilisé pour les étrangers qui résident à Athènes. Il ne faut pas non plus être esclave, et il faut avoir fait son service militaire. Du coup, sur 300 000 personnes au départ, si on enlève 110 000 esclaves, les femmes, les métèques et la jeunesse, ça donne au final seulement 40 000 citoyens. 13,3% de la population. Donc, le gouvernement par le peuple, oui, mais pas tout le peuple. Bon, mais par contre, ces 40 000 citoyens, ils étaient extrêmement impliqués dans la vie de la cité. Tout d'abord, sur la colline du Pnyx, là on a construit une belle esplanade qui peut accueillir ce qu'on appelle l'Ecclésia, c'est-à-dire l'assemblée du peuple. Pnyx, ça veut dire serré en grec, parce que le principe c'est qu'on y était serré, ça pouvait accueillir 6 000 citoyens, mais du coup, ces jours-là, en plein cagnard, ça devait boucaner un peu, en plus on en voit qu'ils sont carrément à Walpé là. Bref, dans l'Ecclésia, les citoyens votaient à main levée, ou à bulletin secret selon les cas, et tout le monde avait le droit de prendre la parole. Là, on voit un orateur perché sur la tribune et une clepsydre pour mesurer le temps de parole, pour s'assurer que tout le monde a bien le même. Alors cette assemblée, l'Ecclésia, elle se réunit 40 fois par an, et elle vote les lois. Donc on est dans ce qu'on appelle une démocratie directe. Le peuple vote lui-même les lois, et il peut carrément en proposer des nouvelles. Et alors ensuite, pour rédiger ces lois et vérifier qu'elles sont bien cohérentes avec les autres lois déjà en place, il y a une petite assemblée, un petit conseil appelé Boulet. Ah bah tiens, en parlant de Boulet, je suis en train d'enregistrer là, qu'est-ce que tu veux encore? Fécator, je viens de voir un truc là. Ah bah déjà c'est un exploit. Et donc? Eh ben je pense que tu vas encore avoir des problèmes. Tu t'es déjà fait signaler ta vidéo la dernière fois pour images choquantes. Ah oui c'est vrai, ça je vous ai pas raconté. L'épisode sur les extraterrestres a été signalé pour images choquantes, et interdit un moment aux moins de 18 ans, avant que je fasse appel auprès de YouTube. Alors c'était peut-être, je sais pas, les images de lanternes taille dans le ciel, ou le blé couché à la fin. Je sais pas, c'était choquant. Bah là ça va recommencer, je pense que tu vas être signalé pour images choquantes. Ah mais pourquoi donc? On soupçonne les barbus d'être pédophiles ou francs-maçons? Qu'est-ce qu'il y a? Non mais quand tu m'as demandé d'aller te filmer des images pour illustrer le kebab, j'ai pas réfléchi. Mais ça là pour des véganes, c'est des images choquantes. Là les véganes, ils vont venir te prendre le chou. Et à mon avis, ça va te mettre dans la purée. Mais écoute, merci pour ton point de vue. Mais moi je pense que les véganes ce sont des gens intelligents et qui sont capables de comprendre ce qui relève de la plaisanterie. Et à mon avis là ce qui va les choquer en pleine période des citrouilles c'est surtout la mauvaise image que tu donnes des grosses courges. Allez, ciao. On va pas commencer à s'auto-censurer sinon on va se retrouver avec un YouTube de tout lisse. La seule chose qui restera ce sera des vidéos de top 5 des chatons les plus cromignons ou je sais pas, des tutos sur le kombucha, ou alors il va falloir passer ces vidéos à réexpliquer ses plaisanteries et à faire du disclaim. Bref, je vous disais donc qu'en plus de l'Ecclésia, c'est-à-dire les citoyens réunis sur la colline qui parlent et qui votent les lois, il y a la Boulet, un conseil de 500 citoyens qui recueille les propositions de loi et qui rédige ces lois. Et les membres de cette Boulet, c'est-à-dire les bouleutes, sont tirés au sort parmi les citoyens volontaires de plus de 30 ans pour une durée d'1 an, et parmi ceux qui n'étaient pas bouleutes l'année d'avant. Donc on le voit, tirage au sort, là on est vraiment dans l'égalité des chances. Bien sûr, il y a quand même un petit examen de moralité derrière, histoire de vérifier qu'on n'est pas en train d'intégrer un fou furieux. Et après, quelque chose de très important aussi, il y a ce qu'on appelle la reddition des comptes. C'est-à-dire que le bouleute, à la fin de son mandat, il doit rendre des comptes devant le tribunal du peuple qui regarde s'il a bien rempli sa charge. Donc en résumé, pour le pouvoir législatif, l'Ecclésia propose, la Boulet rédige, l'Ecclésia vote. Et le pouvoir exécutif, il est attribué à des magistrats qui sont élus à main levée par l'Ecclésia, notamment il y a 10 stratèges qui commandent l'armée, ça c'était une des fonctions les plus importantes, Périclès l'a fait pendant 15 ans. Et par contre, si on avait clairement fait passer ses ambitions personnelles avant l'intérêt de la cité, on pouvait être ostracisé, c'est-à-dire que l'Ecclésia votait pour vous bannir pendant 10 ans. Alors en gros là, on a l'organisation du régime démocratique athénien de la période classique. Parmi les critiques, on peut citer Platon. Dans un de ses dialogues intitulé La République, il a critiqué ce système à cause de la dérive possible du populisme. Vous savez, c'est quand des orateurs bien démagogiques gagnent l'attention du peuple en critiquant le système et ses élites, et lui apportent des réponses simplistes à tous ses problèmes. Bon bah là par exemple, Socrate, qui était le maître de Platon, avait nié des dieux ancestraux, et ça à l'époque ça passait pas trop auprès du peuple, surtout quand on l'avait bien remonté avec un discours stigmatisant et 2 ou 3 effets rhétoriques. Du coup l'ailier avait condamné Socrate à boire la ciguë, qui était un poison violent, et du coup à mourir dans d'atroces souffrances quoi. Ce qui fait que Platon a gardé une image un peu mitigée du pouvoir du peuple, mais bon, ça c'était il y a 2500 ans, aujourd'hui l'humanité a évolué bien au-dessus de ça quand même. Alors justement, maintenant qu'on a revu le modèle d'origine, voyons un peu comment se passe la démocratie aujourd'hui.
Bon, la France c'est un état de droit, avec des pouvoirs séparés qui sont décrits dans un texte fondateur, la Constitution, qui définit notre 5ème République. Donc cette Constitution, elle date de 1958. On pourrait polémiquer sur la manière dont elle a été mise en place par le général de Gaulle, qui avait été rappelé en catastrophe juste après que des militaires aient fait un putsch à Alger, c'était encore une colonie française. Mais pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Si ça vous intéresse, vous trouverez des docs pour approfondir le sujet, je les ai mis en lien sous la vidéo. Mais bon, même si sa gestation a été un peu rocambolesque, la Constitution a été mise en place démocratiquement, elle a été soumise au peuple par référendum, qui l'a approuvée à 79%. Elle s'appuie sur les droits de l'homme, hérités de la Révolution française, et sur la fameuse phrase d'Abraham Lincoln, enfin, a priori c'est démocratie à donf. Et bon, le premier point qu'on peut remarquer, c'est que pour pouvoir participer, il suffit aux citoyens d'être de nationalité française et majeure. Les femmes ont le droit de vote, depuis 1962 seulement, remarquez, c'est pas si vieux. Il faut juste s'inscrire sur les listes électorales dans sa mairie. En 2017, les inscrits représentaient 71% de la population. Bon bah ça, d'un point de vue démocratique, c'est très bien, on est carrément mieux qu'Athènes. Alors attention, ça n'a pas toujours été le cas, Le suffrage universel en France, ça ne date que de 1848, et encore universel masculin. À la Révolution, il avait bien été utilisé une fois en 1792, mais ensuite, jusqu'en 1848, le peuple a été exclu du vote, parce qu'on avait mis en place un suffrage qu'on appelait censitaire. Autrement dit, ne pouvaient voter que ceux qui étaient concernés par le cens. Et là, je vous parle pas du cens au sens de sens, parce que ça n'aurait aucun sens, non. Je vous parle du cens qui est un impôt sur les revenus. À l'époque, si vous ne payez pas cet impôt, vous n'avez pas le droit de voter, parce que ça veut dire que vous n'êtes pas assez riche, et que vous n'avez sans doute pas le degré d'instruction nécessaire. Faut pas oublier que la Révolution, certes, c'est l'abolition de la monarchie, et la proclamation des droits de l'homme, mais c'est pas du tout l'instauration de la démocratie. Là, on vient de le voir avec le suffrage censitaire, et puis il y a eu aussi autre chose de capital. Le régime qui est le nôtre aujourd'hui, la démocratie dite représentative, c'est un régime qui a été inventé à la fin du XVIIIe siècle aux États-Unis et en France, justement pour constituer une alternative à la fois à la démocratie et à la monarchie. Voilà, ce qui s'est mis en place à l'époque et qu'on retrouve encore aujourd'hui, c'est le principe de la représentation. On ne donne pas la parole au peuple directement, ce sont des représentants qui vont parler pour lui. Donc, le peuple s'exprime, il vote, mais uniquement pour élire des représentants qui ensuite prendront toutes les décisions à sa place. C'était une manière de combiner deux choses qui apparaissaient incompatibles. De combiner le fait que l'origine du pouvoir, la légitimité résidait dans le peuple, mais qu'en pratique, il était hors de question de confier au peuple le soin de prendre des décisions et de se gouverner. Et dès l'enfance, on fait connaissance avec la démocratie représentative, puisque par exemple au collège, on élit des délégués de classe qui vont aller parler à notre place au conseil de classe, ce qui permet de se rendre compte très tôt du problème de la représentation. Est-ce que celui ou celle qui me représente est vraiment représentatif ? Est-ce que Thomas, qui déjà, soit dit en passant, est toujours capitaine d'équipe au basket, donc c'est lui qui choisit ses joueurs et qui vous prend toujours en dernier en soupirant quand il reste plus que vous pour finir l'équipe, est-ce que ce type, qui a été élu délégué juste parce qu'il est plus populaire auprès des filles, parce qu'il s'habille avec des sapes trop stylés, et qui vous a jamais parlé depuis le début de l'année parce que pour lui vous faites partie des faillots juste parce que vous êtes bon en maths et pas lui, est-ce qu'il est vraiment capable de vous représenter ? Et le voilà le cœur du problème. Dès le tout début, dès l'Assemblée constituante qui se met en place en 1789 et qui est l'ancêtre de notre Assemblée nationale d'aujourd'hui, les gens qui vont décider ne sont pas représentatifs de tout le peuple. Si vous regardez la composition de cette Assemblée, elle était constituée de représentants de la noblesse, du clergé et du tiers-état. Or, les députés du tiers-état, qui étaient censés représenter 98% de la population, c'était essentiellement des avocats, des juristes, des négociants. Et si on regarde par exemple le nombre de représentants du monde agricole et ouvrier, ça varie d'un auteur à l'autre, mais ils étaient entre 8 et 9% de l'Assemblée, alors qu'ils représentaient 77% de la population. Donc dès l'origine, on a une très forte différence entre la composition de la population et celle de l'Assemblée, qui est pourtant censée la représenter. On peut dire qu'à l'époque, la bourgeoisie a renversé la monarchie, elle a pris le pouvoir et elle a mis en place des institutions au nom du peuple, mais qui ressemblaient plutôt à de l'aristocratie. Et tout ça c'est utile de s'en rappeler parce que notre 5ème République, elle en a hérité. Regardons notre régime d'aujourd'hui en détail. Les citoyens élisent tous les 5 ans un président de la République. Ce président désigne un Premier ministre qui est chargé de former le gouvernement. Il est aussi chef des armées et le gouvernement détient le pouvoir exécutif. Tous les 5 ans, les citoyens élisent aussi un député dans leur secteur et les 577 députés constituent l'Assemblée nationale. Ce sont les représentants du peuple qui vont voter les lois. Sauf qu'il y a 2 chambres, l'Assemblée nationale donc et le Sénat, 348 sénateurs. Le pouvoir législatif est détenu par les 2 chambres. Les projets de loi du gouvernement passent d'abord par le Sénat, puis par l'Assemblée. Ça peut faire la navette entre les deux, il les modifie, et au final, c'est l'Assemblée nationale qui a le dernier mot. Donc c'est elle qui décide. Et par contre, les 2 chambres peuvent aussi faire des propositions de loi. Mais quand on regarde dans les faits,
Là, sur les 12 derniers mois, il y a eu 304 propositions au Sénat et 1033 à l'Assemblée nationale. Donc, à première vue, ce Sénat, ça n'a pas l'air hyper dynamique. Observons une séance pour se rendre compte. Là, vous avez un sénateur qui parle, M. Vergès, 89 ans. Ah oui, il faut dire que Sénat, ça vient du latin senex. D'ailleurs, c'est la même racine que sénile. Ça veut dire vieux. Et effectivement, la moyenne d'âge, c'est 61 ans. Là, vous avez un sénateur qui écoute. Et là, c'est des places de sénateurs aussi, mais on les voit pas. C'est pas parce qu'ils sont déjà morts, hein, c'est parce qu'ils sont absents. Ils sont allés manger des crêpes ou je sais pas. Le truc, c'est qu'un sénateur, si vous faites le calcul, ça coûte à l'État 0,9 centimes par seconde. Chaque mois, une indemnité de 5 500 €, une enveloppe de 6 000 € de frais sans justificatif à fournir, 7 500 € pour payer les assistants, de l'hébergement, du matériel, et encore, je vous compte même pas le coût de fonctionnement du Sénat, du personnel, etc. Le président du Sénat l'a dit lui-même en 2017, le Sénat coûte 5 € par an et par Français. Et avec des représentants qui en ont fait leur profession, parce qu'il n'y a pas de limite, hein, vous pouvez vous représenter autant de fois que vous voulez, c'est open bar. Vous avez des gens comme Christian Poncelet, qui a été sénateur pendant 36 ans. 6 mandats, de 1977 à 2014. L'un de vos collègues ayant considéré que je m'endormais pendant le discours et l'ayant dit à voix haute, permettrait de demander une suspension de séance de 10 minutes en termes de protestation, parce que je trouve que c'est particulièrement discourtois. Et donc il sert à quoi, puisque c'est l'Assemblée nationale qui décide et qu'en plus il propose pas grand-chose. La Constitution nous dit, il représente les collectivités territoriales de la République. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien ce sont les régions, les départements et les municipalités, donc ça on connaît. Ce sont des assemblées élues, là aussi par les citoyens, tous les 6 ans. Les régions, ça gère les lycées et les transports régionaux, les départements, ça gère les collèges et les routes, et les mairies, ça gère tout ce qui est local. Et ce sont les représentants de ces assemblées, qu'on appelle les grands électeurs, qui, eux, vont voter pour choisir les sénateurs. Donc, le sénateur, il représente vos représentants. Mais est-ce bien pertinent? Les pays qui ont 2 chambres comme nous, en général, ce sont des États fédéraux, par exemple les États-Unis. C'est logique que dans leur cas, il y a un Sénat avec des représentants de tous les États fédérés, parce qu'il y a des vraies différences entre ces États. Ils ont tous leur propre législation. Vous avez par exemple certains États qui pratiquent la peine de mort, d'autres pas. Mais en France, les collectivités, c'est pas des États fédérés, c'est juste des sous-parties du même État. Et donc, il sert à quoi? Les spécialistes estiment que le Sénat améliore les textes et leur donne plus de consistance. Parfois, à l'Assemblée, c'est voté un peu vite. Le projet de loi du gouvernement sur la réforme de la carte des régions propose de passer de 22 à 13 régions. Les sénateurs ont fait une contre-proposition avec une carte à 15 régions. Les députés, eux, comme le gouvernement, veulent 13 régions. Vous allez tenir compte des avis des sénateurs? S'ils vont dans notre sens, oui. Mais je crains que ça ne soit pas tout à fait le cas. Quoi qu'en disent les sénateurs, dans la Constitution, c'est l'Assemblée nationale sur ce type de texte qui a le dernier mot. Je crois que, sauf à ce que les sénateurs viennent sur notre carte, il y aura une carte à 13 régions et on ira là-dessus. Donc c'est déjà fini. Bah oui. Ça a duré combien de temps? Top chrono, 10 minutes. D'accord. Qu'est-ce que vous vous êtes dit? On s'est dit qu'on n'était pas d'accord et qu'on n'avait pas de possibilité d'être d'accord. Mais ça, c'est le jeu de la démocratie parlementaire, hein, et le dernier mot à l'Assemblée, hein, c'est comme ça. Bref, le Sénat, il représente rien de particulier, il fait doublon, et au final, il freine juste tout le processus. Le processus dont le citoyen est exclu, hein, puisque à partir du moment où il a élu son représentant, le représentant, il décide ce qu'il veut, et ce sera comme ça jusqu'à l'élection suivante. Et que ce soit conforme à ses promesses de campagne ou pas, hein, de toute façon, les promesses, ça n'engage que ceux qui les écoutent. Donc, si on résume, au niveau du gouvernement, tout dépend du président, et au niveau législatif, tout dépend de l'Assemblée. Alors, puisqu'on parle de c'est qui décide, il y a un truc bien moyen démocratiquement dans notre Constitution, c'est le fameux 49.3. Un article qui donne au gouvernement la possibilité d'adopter une loi sans passer par le vote du Parlement. C'est un passage en force, quoi. Le 49.3 est un déni de démocratie. Le 49.3 est une manière de freiner, d'empêcher le débat parlementaire. Une réforme ambitieuse devrait donc, à minima, interdire tout recours à l'article 49.3. Et du coup, ce 49.3, il a été régulièrement utilisé. Les dernières fois, c'était par Manuel Valls, sous la présidence de François Hollande. Il y a un moment où le débat perpétuel est aussi le symptôme d'une volonté de ne pas avancer. Et donc, ce 49.3, il vient simplement marquer la volonté du gouvernement, après de nombreux débats substantiels, de dire, maintenant il faut avancer, il faut le traduire en actes. Non, mais c'est vrai que c'est quand même bien pratique, parce que la démocratie, ça discute. Bon, alors déjà, mauvais point pour la démocratie, sur ce coup-là. Et donc, il n'y a que les représentants qui décident entre eux, alors.
Dans cette constitution, il n'y a pas moyen pour le citoyen de donner son avis à lui sur les lois? Alors, si, il y a bien l'article 3 qui en parle, la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Un vote direct des citoyens sans passer par leurs représentants pour dire s'ils acceptent une loi ou s'ils la rejettent. Non bah c'est super ça, bon point non? Ouais, on va regarder. Depuis 1958, 10 référendums nationaux, dont la moitié ont eu lieu sur les 10 premières années. Depuis, on tourne à une moyenne de 1 référendum tous les 10 ans. Donc déjà, c'est pas un recours hyper fréquent. Et le dernier date de 2005. Donc le 29 mai 2005, le peuple français est appelé aux urnes pour se prononcer sur un traité de constitution européenne. Il faut dire oui ou non. La plupart des politiques sont pour le oui parce qu'ils disent que si on veut poursuivre la construction européenne, c'est la seule solution, il n'y a pas de plan B, choisir non ce serait dangereux, limite anti-France, etc. Voici maintenant notre estimation Ipsos des résultats de ce référendum. Les Français rejettent la Constitution européenne. Le non l'emporte largement, 55% contre 45% pour le oui. Donc, c'est clair, en 2005, le peuple français a dit non à ce traité de constitution européenne. C'est la raison pour laquelle je débloquerai la situation en Europe en proposant un traité simplifié sur lequel M. Zapatero, Blair et Mme Merkel m'ont donné leur accord. Traité sans référendum. Bien sûr. Puisque le référendum, c'est pour la Constitution. Les Français ont dit non à 55%. On ne va pas recommencer un référendum. Pour leur dire quoi? Qu'on veut la nouvelle Constitution. Donc pour moi, c'est clair. Ils ont dit non, ils ont dit non. On doit débloquer la situation en Europe en modifiant simplement les institutions européennes sur la base d'un consensus. Attends, qu'est-ce que ça veut dire? En modifiant simplement les institutions européennes sur la base d'un consensus. N'en déplaise à ceux qui ont dit non à la Constitution européenne, les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union vont signer aujourd'hui à Lisbonne le nouveau traité. 2 ans après l'échec de la Constitution, les chefs d'État européens se montrent dorénavant prudents. 26 des 27 pays de l'Union ont déjà annoncé qu'ils n'organiseraient pas de référendum. Et hop là, on avait oublié de nous dire que la question c'était pas juste oui ou non, c'était oui, non ou sbradaravjian. Et c'est surtout de là qu'est né le sentiment d'une trahison démocratique. L'idée que quoi qu'exprime le peuple, au final, on choisit à sa place. Anticonstitutionnellement. Et ce mot-là, je suis pas peu fier de l'avoir casé. Et d'ailleurs, ça a tellement marqué tout le monde, cette histoire, que depuis, il n'y a plus de référendum national. Ça fait 13 ans maintenant. Il y a juste eu quelques référendums locaux. Là, justement, il vient d'en avoir un en Nouvelle-Calédonie pour savoir si elle voulait être indépendante. Mais le précédent, il est intéressant à regarder aussi, c'était en 2016, sur le fameux projet d'aéroport du Grand Ouest, Notre-Dame-des-Landes. Si le non l'emporte, le projet sera abandonné. Si le oui l'emporte dimanche, le projet sera engagé. Réponse du référendum, oui à 55%. Et au final, quoi qu'on pense de ce projet, je ne veux pas relancer une polémique là-dessus, début 2018, le projet a été abandonné. Comme en 2005, les représentants du peuple lui ont demandé son avis, et au final, il l'a eu dans le baba. Et il s'en rome par-dessus le marché. Voilà, à voter, merci. Je garde ma carte d'électeur. C'est quand le prochain scrutin? Voilà, c'est pas avant 3-4 ans, Mais t'as pas à t'inquiéter, nous on gère, on s'occupe de tout. Pour toi, c'est tranquille. Profite. Va faire des crêpes ou va faire cuire un œuf. C'est-à-dire, j'aimerais bien, mais là en ce moment, ça coince un peu. Au niveau du budget. On est déjà le 7, enfin c'est déjà la fin du mois, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Du coup, on fait plutôt des trucs pas chers, genre la soupe aux choux. Mais bon, sans lard. Puis aussi sans choux, parce que c'est pas donné non plus les légumes. Ouais, tant qu'on t'a pas coupé l'eau, ça va. En tout cas, je suis heureux d'avoir fait mon devoir de citoyen pour le référendum. Tu m'étonnes, l'important c'est de participer, C'est ton vote, ça? Oui, c'est mon vote. Mon vote. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour t'aider, j'en fais une toute petite boule. Comme ça passera mieux. Parce que tu sais où tu peux le mettre. Oh et ça va pas se passer comme ça, Ah bon, et tu vas faire quoi maintenant? Dans 5 ans, je revoterai pas pour vous. Ah oui, c'est ça, oui. Eh bien, c'est noté, merci. Allez, nous on va continuer à dépouiller. Alors, sur ce qui s'est passé en 2007, on va écouter ce qu'en a dit François Fillon quelques années après. C'est lui, le Premier ministre, qui avait fait ratifier le traité sans vote. Non, mais le sujet, les Français, ils n'ont pas voté contre le traité européen, ils ont voté contre Jacques Chirac et sa majorité, à laquelle j'étais associé. C'est-à-dire qu'à chaque élection, depuis maintenant 10 ans, à chaque fois que les Français en ont l'occasion, ils sanctionnent le pouvoir exécutif. Alors, ça fournit à Fillon une très bonne excuse après coup, mais au-delà, ce qu'il dit, ça traduit bien que notre système ne fonctionne pas. Si on peut voter pour autre chose que ce pourquoi on est appelé aux urnes, et c'est logique, le peuple est frustré parce qu'il n'a pas assez son mot à dire.
Alors même s'il n'y a rien de prévu pour ça dans la Constitution, en tant que citoyen, si vous êtes concerné, vous pouvez interpeller vos représentants et les mettre face à leurs choix ou leurs contradictions, à titre individuel ou en collectif si vous voulez avoir plus de poids pour être entendu. C'est pas toujours simple, mais sur le site de l'Assemblée nationale, par exemple, si on est motivé, on peut retrouver qui a proposé quoi, qui a voté pourquoi, en partant de la fiche de chaque député, hein, ou qui n'était pas là le jour du vote. Au moins, c'est transparent. Attention, c'est pas la même pour toutes les assemblées. Hein. Sur le site du Parlement européen, par exemple, pour trouver quelque chose, là, il faut invoquer Google Akshni. Bon, l'autre manière d'exprimer sa rage contre une loi, c'est de manifester. La démocratie, c'est à la fois les élus, les élections, et puis les manifestations. Il fait appel à la rue en disant qu'au fond, la rue, c'est ce qu'il y a de plus démocratique. Or moi, ce que je constate, c'est que la rue, c'est précisément ce qui a permis, par exemple, à Hitler d'arriver au pouvoir. Wow, point Godwin pour la ministre. Alors, la manifestation, c'est le peuple qui descend dans la rue pour faire entendre sa voix, oui. Et quand on regarde bien, c'est quand même pas le moyen de s'exprimer le plus fiable. C'est jamais évident à maîtriser. Vous avez des gens qui infiltrent les cortèges pour provoquer des débordements, parfois des casseurs qui en profitent pour faire nimp. Ça peut dégénérer, la police peut utiliser la force, et vous vous retrouvez avec des blessés ou des morts, hein, comme Rémi Fraisse en 2014, et vous savez jamais si votre manifestation va aboutir à quelque chose. Dans les faits, c'est assez rare qu'un gouvernement recule sur un projet de loi parce que la rue manifeste. C'est arrivé, hein. Mais c'est quand même juste dommage qu'il faille à chaque fois mettre un bordel monumental dans tout le pays pour que la démocratie s'exprime. Et le résultat reste très aléatoire, parce que le pouvoir exécutif fait ce dont il a envie, donc il peut vous laisser vous exprimer, mais constitutionnellement, rien ne l'oblige à écouter. Et allons plus loin encore, regardons les textes de plus près. Sans même parler d'espérer être entendu, le simple fait de pouvoir s'exprimer dans la rue déjà, c'est pas forcément acquis. Il n'y a strictement rien dans la Constitution qui garantisse le droit de manifester. Sur le droit de grève, oui, mais pas sur le droit de manifester. Vous avez un code de sécurité intérieure qui stipule que sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable toute manifestation sur la voie publique, au moins 3 jours avant la date prévue. Et selon l'article 431.3 du Code pénal, tout rassemblement susceptible de porter atteinte à l'ordre public peut être dissipé par la force publique. Mais du coup, est-ce que votre manifestation trouble l'ordre public ? Ça, ce sont les autorités en place qui en décident. Et ce qu'on voit là, c'est qu'un gouvernement autoritaire, il n'aurait rien à changer dans la loi pour interdire toute forme de manifestation. Tout est déjà dans les textes. Donc là, on a un excellent indicateur du niveau démocratique du régime. Tant que vous êtes autorisé à manifester, même si au final c'est compliqué et que vous n'êtes pas sûr que ça changera grand-chose, au moins vous êtes encore dans une forme de démocratie. Ça, par exemple, il y a des endroits qui bordent l'Europe où c'était possible avant et aujourd'hui ça l'est plus. Et rien que pour ça, c'est important de manifester. C'est une des rares occasions qui soit encore données aux citoyens de s'exprimer, même si au final, ça reste la représentation qui décide et pas le citoyen, le citoyen, il a besoin de faire entendre sa voix. Ne serait-ce qu'auprès des autres citoyens déjà, pour que le sujet devienne public. Ce dont nous souffrons, justement, c'est d'avoir une démocratie qui mise tout sur l'élection. Et une démocratie qui ne mise pas assez sur, justement, des fonctions de contrôle, des fonctions de surveillance, des fonctions... Rendez-vous dans 5 ans pour la prochaine. De mise en responsabilité, c'est déjà ce que disait Rousseau. Le citoyen est un citoyen intermittent. Le citoyen est un citoyen qui n'est le souverain que le jour des élections. Eh bien non, les citoyens voudraient être les souverains de tous les jours. Du coup, l'élection, ça devient un moment très déterminant, et il y a un effet pervers à ça. Puisqu'on ne choisit pas directement des lois et des projets, mais des représentants, on va devoir consacrer beaucoup de temps dans le débat public à parler de ces hommes et ces femmes qui veulent être nos représentants, au lieu de parler précisément des lois et des budgets qui vont décider. Or, ce serait plutôt ça qui concerne directement les citoyens au final, le fond. J'ai écouté des interviews de politiques en radio et en télé, en période électorale, j'ai écouté sur quoi ces médias de masse leur posaient des questions, et le temps consacré à chaque sujet. Sur une émission comme la matinale d'Europe 1, avec 30 à 40 minutes d'interview, voilà ce qu'on obtient. En moyenne 32%, un tiers du temps, à parler des gens plutôt que du fond. J'ai fait la même analyse sur la plus longue émission, l'émission politique sur France 2 qui dure 2 heures, en me disant que là on avait quand même plus de temps pour creuser des sujets, mais enfin on reste quand même à un niveau élevé, 23% en moyenne. Et alors après, comme ça m'a semblé lié au temps d'émission, j'ai voulu regarder l'inverse, une émission très courte. Donc là vous avez la matinale sur France 2, ça s'appelle Les 4 vérités, et alors là on en arrive carrément à 54% en moyenne, plus de la moitié du temps. Et ça nous montre aussi que lorsqu'on dispose de peu de temps, on fait passer ces questions-là en priorité. Bon alors j'ai fait l'étude que sur de gros médias de masse, mais on voit quand même se dessiner une tendance. Alors faites l'expérience, amusez-vous aussi en période électorale à regarder combien de temps on consacre à ça. Il y a un autre effet de focaliser sur les représentants plutôt que sur les projets, on va relayer leurs petites phrases des uns sur les autres. Par exemple, Macron et Mélenchon. Ils avaient commencé à se friter à distance à propos d'une manifestation du 1er mai, puis ils ont continué à se clasher pendant l'été, toujours à distance.
Emmanuel Macron les compare à des pyromanes indignés. Mais qui sont ces élus visés par le chef de l'État? Il apporte quelques précisions. Ceux qui ne croient à la démocratie que quand ils gagnent. Ceux qui proposent des manifestations ou des fêtes. C'est pas digne de sa part de faire ça. D'abord parce qu'il faut bien qu'il admette l'idée que dans tous les pays démocratiques, il y a une opposition. Et ça vous rappelle rien, ça? C'est absurde. Et comment peut-il croire que les Français soient assez stupides pour le croire, lui? J'ai une spéciale dédicace pour les 3 bâtards d'or morts qui m'ont tombé dessus. Le sang de leur mort, le Joe, le David et le Hoffman de ses morts. La calotte de ses morts, la cervelle de leur mort. Dis-leur ce qu'il a. Dis-leur ce qu'il a à dire. Le sang de leur mort. Le sang de leur mort, ils mangeront. Et toi, je représente quand même, je m'appelle Lopez Joe. Lopez Joe, parce qu'avec ta fête qui veut se battre avec moi, qui a fait une volée, et puis il prend des coups partout, et puis maintenant il fait des vidéos. Bon, maintenant, il y a des hommes qui veulent se battre entre eux, là, et qui sont pas les hommes du tout. Ils sont pas capables de se mettre la tête comme ça, là, en coup de poing à main nue, et puis ils disent des paroles comme ça. Moi, pour moi, c'est pas les hommes. Moi, c'est les alors vous leur direz bien, tout le monde parle, là, vous êtes pas les hommes. Les hommes, c'est un castagne net, comme ça. On passe téléphoner de mettre en soir. C'est bien, l'Ousmane Samy. L'Ousmane Samy. Ferme ta gueule. Dis-leur bien. Oui, qui veut dans le cercle de leur mort. Et alors, le 7 septembre, bim, Lopez Mélenchon et Lopez Macron, ils se retrouvent tous les deux à Marseille, où Lopez Mélenchon est député. Le plus grand xénophobe qu'on ait, c'est quand même lui. Monsieur le Président de la République française. Donc là, il va y avoir de la castagne, là. Il va y avoir du bonhomme, là. La calotte de ses morts. Sur le Vieux-Port, hier soir, cela fait 1 heure qu'Emmanuel Macron serre des mains, fait des selfies, quand il croise Jean-Luc Mélenchon. À l'image, le rendez-vous semble assez organisé. Pourquoi vous n'avez pas amené Madame Merkel se promener un peu, là? Et d'emblée, premier compliment devant les caméras. Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. Il y a eu des mots très forts, même tout à l'heure, sur la xénophobie. Monsieur Mélenchon, c'est le mot de Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non, non. Ah, si, vous l'avez dit. Je l'ai dit. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non. Voilà. Un brin embarrassé, le député change donc de sujet. Non, mais vous avez été content, alors elle vous a dit qu'elle lâche l'affaire ou pas? Ah non. Tout miel, l'insoumis ne rugit plus. Mais je vous ai promis de vous amener une carte comme vous ne l'avez jamais vue, la Méditerranée. C'est une merveille. Est-ce que vous savez ce que c'est, ça? Je vous ai déjà dit que j'avais suivi une formation à l'écriture de scénario il y a quelques années. Ben ça, c'est le lavandier. C'est un peu la bible de la dramaturgie. Et la première chose fondamentale qu'on y apprend pour qu'un récit fonctionne, c'est le conflit. Il faut du conflit. Il faut que vos personnages aient des objectifs clairs et il faut du conflit. Sinon, il n'y a rien à raconter et on s'ennuie. Et ça, on le sait depuis Aristote. Et c'est même pas forcément conscient parce que c'est quelque chose de très naturel. Quand les médias vous font le récit de la démocratie représentative, ils font ce qu'on fait naturellement quand on raconte une histoire. Ils appuient sur le conflit. Et les personnages, les protagonistes, ils jouent le jeu parce qu'on est dans la représentation et qu'ils ont besoin d'exister médiatiquement. Du coup, après cette rencontre inhabituelle, les journalistes insistent. Emmanuel Macron est-il xénophobe? Vous pensez ça ou pas? Je me rappelle pas comment j'ai dit ça. Il faut bien que je retienne votre attention, donc je trouve les mots qu'il faut pour ça. Et voilà, ce sont les représentants eux-mêmes qui le disent. La République, c'est moi. Nous avions révélé des sons d'un cours que le président de Rhône-Alpes avait fait. Pour que ce lieu soit un lieu de liberté, il faut que tout ce que je dis reste entre nous. Donc pas de tweets, pas de posts sur les réseaux sociaux, pas de transcription de ce que je dis. Parce que sinon, ça peut tout simplement pas être un espace de liberté et ce que je vais vous sortir sera juste le bullshit que je peux sortir sur un plateau médiatique. Alors, le bullshit, c'est ça, hein. Et alors après, dans un autre genre de théâtralisation, vous avez aussi le refus du débat. Là, on est en pleine représentation, hein, c'est le cas de le dire. Non mais Monsieur Pujadas, j'ai expliqué que je ne débattrai pas avec Monsieur Mélenchon. Alors qu'est-ce que vous faites là? Alors, elle joue avec ses papiers comme elle est en train de le faire en ce moment. Elle regarde ailleurs parce qu'elle a peur. Je ne débattrai pas avec Monsieur Mélenchon. Alors est-ce que je peux parler tout seul, Monsieur Pujadas? Alors en même temps, c'est bien pratique, parce que comme ça, on n'a pas à fournir d'arguments de fond, mais c'est payant, parce qu'on se met dans une posture hors système. Donc voilà en tout cas quelques problèmes que pose la démocratie représentative. Il faut bien en être conscient déjà, ça permet de ne pas se laisser distraire dans les discours et de rester concentré sur l'essentiel, les idées et les projets. Mais il y a aussi un autre problème dont on n'a pas parlé et qui est encore plus central. C'est la manière dont on élit ses représentants. Est-ce qu'elle les rend bien légitimes à nous représenter? Prenons l'exemple de l'élection présidentielle de 2012. Les résultats du second tour nous ont été présentés ainsi. Vous avez l'estimation du pourcentage de Hollande, le président élu.
51,9%, et en bas, le chiffre de l'abstention. Sur une autre chaîne, on donnait aussi le chiffre du perdant, Sarkozy. Alors exprimé sous forme de graphique, voilà ce que ça donnerait, une répartition en pourcentage des suffrages exprimés, et puis à côté le pourcentage d'abstention sur les inscrits. Mais ça reste abstrait comme ça. Si on veut réellement se représenter la répartition des suffrages, en fait il faut tout représenter sur le même graphique. Et là, on s'aperçoit que les 51% pour Hollande et 48% pour Sarkozy, ils portent uniquement sur ce qui reste des voix une fois qu'on a enlevé l'abstention. Et encore, ça n'est pas tout à fait exact, parce qu'en plus de l'abstention, il faut enlever les bulletins blancs ou nuls. Si on se représente tout ça sur un graphique en forme de camembert, on s'aperçoit que Hollande n'a même pas un demi-camembert, puisqu'il est à 39%. Si on avait tenu compte de ces facteurs, il n'aurait pas eu la majorité et il n'aurait pas été élu. Voyons les différents ensembles possibles. Il y a toute la population majeure, ensuite il y a les citoyens qui se sont inscrits sur les listes. Si vous enlevez les abstentionnistes, vous obtenez les votants, et de là, si vous retranchez les bulletins blancs ou nuls, vous obtenez les suffrages exprimés. Or, la Constitution prévoit bien qu'on ne tient compte que des suffrages exprimés. Si on avait pris en compte les votants, par exemple, donc si on avait tenu compte des blancs et des nuls, eh bien là non plus, Hollande n'aurait pas eu son demi-camembert et n'aurait pas été élu. Alors ce que ça veut dire, c'est que vous aurez beau voter blanc ou nul pour manifester votre désaccord, ça ne changera rien au résultat. Et pareil, si vous vous abstenez, ça ne changera rien au résultat. Ça se jouera juste entre ceux qui seront allés voter, même s'ils sont que 3, parce qu'il n'y a rien dans la Constitution pour invalider une élection à cause de l'abstention. Il y a eu des recours en justice pour essayer d'annuler des élections locales pour ça, ils ont tous été déboutés, ça n'a jamais rien donné. À la rigueur, il vaut mieux s'abstenir que voter blanc ou nul, parce qu'au moins le chiffre de l'abstention en parle, il est largement commenté. Le vote blanc ou nul, bien qu'il y ait eu une réforme en 2014, les médias n'en parlent pas, donc au final ça n'a pas vraiment de retentissement. Alors attention, je suis pas en train de vous faire l'apologie de l'abstention, au contraire, on a déjà tellement peu d'occasions de s'exprimer, ce serait absurde de les gâcher. Par contre, il y a peut-être des choses à faire évoluer là aussi. Si ceux qui s'abstiennent n'ont plus envie de voter, c'est peut-être qu'ils se sentent mal représentés, d'accord, mais peut-être aussi parce qu'ils estiment que la manière dont on vote ne leur permet pas de s'exprimer correctement. Et là, on va refaire un peu de science. Il y avait une excellente chaîne qui s'intitulait La statistique expliquée à mon chat, qui avait fait une vidéo intitulée « Monsieur le Président, avez-vous vraiment gagné cette élection ?» Or, depuis cet été, cette chaîne est à l'arrêt à cause de problèmes de conflit, justement, et du coup, je vais pas pouvoir en diffuser un extrait, mais j'en profite déjà pour vous informer que son auteur, Nathan, a ouvert une nouvelle chaîne qui s'appelle Le Chat Sceptique, et que c'est encore mieux que ce qu'il faisait avant, donc je vous mets le lien vers cette chaîne-là, et je vous la recommande chaudement. Alors, dans le but d'éviter encore tout problème avec des gens qui sont facilement choqués par n'importe quelle image, on va supposer qu'on organise l'élection de l'animal le plus cro-mignon. Seulement attention, ça reste des animaux politiques, donc du coup, on aura le petit chaton mignon, mais qui trahit son compagnon, lui, il est carrément méphistophélique. On aura aussi le petit raton laveur mignon, il est cro-mignon, il vole des croquettes quand même. On aura le gros panda mignon, c'est vrai que le gros panda c'est quand même toujours cro-mignon. Ah, sauf là quand il s'est carrément dégueu lui. Bon, on aura aussi le petit ver cro-mignon, qui... Ah non, pardon. Non, c'est l'araignée cro-mignonne qui se planque pour piéger les autres. Voilà. Oui, voilà, donc ça, c'est le petit ver cro-mignon. Ah bah non, là, c'est la plante carnivore cro-mignonne déguisée en jolie fleur. Alors oui, là, désolé pour les véganes, ça, je veux bien croire que ça puisse les perturber, parce que c'est vrai que le végétal qui bouffe de l'animal, c'est... Là, on doit être à la limite du tabou, là, il y a un vrai dilemme moral. Bref, je disclaim. On était parti pour faire un truc à base de petits chatons, et je sais pas où ça a dérapé, là. Et encore, j'avais pensé à un moment au requin lutin, au coléoptère, ou à l'axolotl, et même au maroual, puisque dans certains cas, ça peut devenir un être vivant. Mais bon, en tout cas, voilà nos 5 candidats. On va supposer que les votes se sont répartis ainsi. Pour 33% des citoyens consultés, c'est le chat traître qui est leur préféré. Le raton voleur, il est le préféré pour 25% des citoyens. Pour 20%, c'est le panda dégueu, etc., etc. Bref, je sais, c'est arbitraire, on n'est pas toujours d'accord avec le résultat des élections, mais enfin, ça fait partie de la démocratie. On va préciser pour chaque camp quelles sont ses préférences envers les autres candidats. Par exemple, ceux qui ont mis le chat en premier, ils mettent le raton voleur en dernier, vu qu'ils volent les croquettes des chats. Et le panda dégueu, on s'en méfie aussi, parce que le chat, c'est plutôt un animal propre et délicat, donc le panda dégueu, ils le mettent en 4. Pour les partisans du raton voleur, du coup, c'est un peu l'inverse. Eux, ils vont mettre le chat en dernier. Donc voilà, etc., etc. Bref, voilà le tableau des préférences de chaque camp. À présent, organisons un vote. Donc premier moyen, utilisons un scrutin uninominal majoritaire à un tour. Ça se pratique par exemple en Corée du Sud, aux États-Unis ou en Islande. Le principe est simple, on a des candidats, on vote, et celui qui a le plus de voix est élu. Bon, c'est l'avantage d'être simple. Alors là, si on l'applique à notre petite troupe, pas de surprise, c'est le chat traître qui est élu avec 33% des suffrages.
Mais ça nous permet déjà de détecter le souci de ce mode de scrutin. Si on regarde les préférences, le chat, en dehors de ceux qui ont voté pour lui, c'est le plus détesté des candidats, parce que tout le monde le met en dernier de sa liste. Autrement dit, avec ce système, on peut élire quelqu'un qui va pas rassembler du tout autour de lui, et qui va faire ici que, par exemple, 67% de la population sera pas du tout satisfaite de celui qui la représente. Pour éviter ça, vous avez le scrutin uninominal majoritaire à 2 tours. C'est celui qu'on utilise en France. Donc le principe, c'est qu'on fait un premier tour de vote, on ne garde que les 2 meilleurs candidats, et ensuite on fait un second tour de vote entre eux, un duel, et là, celui qui sort vainqueur a théoriquement récupéré des reports de voix des gens qui soutenaient les candidats déchus du premier tour, et il est censé être celui qui rassemble davantage. Donc, si on applique ça sur nos candidats pro-mignons, eh bien on va qualifier au second tour le chat traître et le raton voleur, et au second tour, logiquement, ceux qui avaient voté pour le panda vont plutôt se tourner vers le raton qui venait avant le chat dans leur préférence, et pareil pour les partisans de l'araignée planquée et de la plante masquée, ce qui va nous donner au final 67% des suffrages pour le raton voleur. Là, vous remarquez qu'avec les mêmes votants, on a un résultat final différent. Mais ce mode de scrutin, il n'est pas parfait non plus. Notamment parce qu'il oblige à pratiquer ce qu'on appelle le vote utile. Donc ça en France on connaît bien, surtout depuis l'élection présidentielle de 2002. Sur les élections suivantes, vous avez un phénomène d'autocensure qui s'était mis en place, des gens qui auraient préféré voter pour de petits candidats, mais qui se disaient, en même temps, il n'a aucune chance de passer, donc autant que je vote pour un gros, pour éviter qu'il soit éliminé dès le premier tour. Et voilà comment on se met à voter pour quelqu'un qui, au fond, n'est pas sa préférence numéro 1. Parce que c'est pas tout moisi, ça, quand même. Déjà qu'on vote qu'une fois tous les 5 ans, le jour où on peut s'exprimer, en fait, le mode de scrutin fait qu'on peut se retrouver à voter pour autre chose que ce qu'on aurait voulu, si on veut avoir une chance que ça serve à quelque chose. Alors, il pourrait être intéressant de regarder d'autres modes de scrutin. Vous avez par exemple la méthode de Condorcet. Dans ce système, on arrête le scrutin uninominal, c'est-à-dire le fait de voter pour une seule personne. On donne sur son bulletin de vote un ordre de préférence entre tous les candidats. Donc là, on va pouvoir exprimer enfin un peu de nuance. Et le principe de Condorcet, c'est d'examiner derrière toutes les possibilités de duel entre les candidats. Par exemple, si le candidat vert, dans 65% des bulletins, il est mieux classé que le candidat rouge, ça veut dire qu'il remporte le duel contre le rouge. Donc au final, on va élire le candidat qui a remporté le plus de duels. Essayons de voir ce que ça donne sur nos chromignons. Entre le chat traître et le raton voleur, c'était notre duel de second tour de tout à l'heure, donc on sait que c'est le raton voleur qui l'emporte, ça fait un duel pour lui. Si on regarde le chat traître par rapport au panda dégueu, on va voir que là encore le chat il fait que 33% des suffrages. Pour tous les autres cas, c'est le panda qui est classé avant dans les préférences, donc du coup le panda remporte le duel, etc. etc. Vous pourrez vous amuser à tous les refaire. Au final, vous allez trouver qu'avec ce mode de scrutin, c'est le panda dégueu qui l'emporte avec 4 duels. Alors Condorcet, il est bien sympa comme système, par contre il a un gros inconvénient, c'est ce qu'on appelle le paradoxe de Condorcet. Il peut y avoir des cas où on a des ex-aequo et où on n'arrive pas à trouver de vainqueur. Donc pour résoudre ça, vous avez un mathématicien qui a trouvé une solution, vous le connaissez peut-être parce qu'il a une chaîne YouTube, Science for All, et il a fait une super série de vidéos consacrées à la démocratie, avec une approche mathématique par la théorie des jeux. Parfois c'est un peu velu sur ces épisodes de maths hardcore, mais franchement si vous voulez creuser le sujet, allez-y, c'est de la balle. Et il a proposé une méthode qui s'appelle le scrutin de Condorcet randomisé, qui est la solution la plus élégante qui soit mathématiquement. Seulement sa méthode, elle semble pas évidente à mettre en œuvre parce qu'elle fait intervenir une toute petite part de hasard. Et ça culturellement, peut-être qu'à notre époque, on n'y est pas prêt. Le tirage au sort c'était la base à Athènes, mais aujourd'hui, dans notre constitution, le hasard il a quasiment disparu. Les seuls cas qu'on ait encore de tirage au sort, c'est dans le judiciaire, pour les citoyens qui sont appelés à siéger dans les jurys d'assises. Alors, une alternative, c'est d'utiliser la méthode Borda, qui est utilisée à Nauru, et puis, vous la connaissez forcément parce que c'est celle qu'on utilise à l'Eurovision. Allez, arrêtez de faire semblant, vous avez déjà regardé l'Eurovision au moins une fois dans votre vie. Ça consiste en une série de divas improbables de tous les pays qui font des chorégraphies moisies, et à la fin on compte les scores. Donc, Sweden, 12 points, France, 0 points. Ben voilà, ça c'est un système de classement avec des points. Donc ici, on a 6 candidats, et sur le bulletin de vote, on va donner 6 points à celui qu'on préfère, 5 au second, etc. Et au final, le vainqueur sera, celui qui a le plus de points. Simple, basique. Donc si on regarde ce que donne ce scrutin pour nos candidats chromignons, figurez-vous qu'avec 356 points, cette fois c'est l'araignée planquée qui l'emporte. Ah, vous voulez la revoir, l'araignée planquée? Non? Hein? Vous voulez pas? Ok, dans ce cas, je vous balance la chanson qui a gagné l'Eurovision. Voilà. Ok, c'était sûrement pas la meilleure année. Bon, là, vous allez me dire, on est pas mal sur ce scrutin-là. Oui, mais non, parce que quand on vote, on n'est pas encore libre de s'exprimer avec précision. Supposons que pour moi, le raton voleur et la plante masquée, ça se vaut. Et pourquoi est-ce qu'on m'oblige à faire un classement entre eux? Pourquoi est-ce que je peux pas les mettre au même niveau sur mon bulletin de vote? Eh bien, il y a un mode de scrutin qui permet de faire ça, c'est ce qu'on appelle le jugement majoritaire. Alors, Cocorico, c'est une invention de 2 chercheurs français du CNRS, Balinski et Laraki, en 2011.
Donc, sur notre bulletin de vote, on va donner cette fois une évaluation pour chacun des candidats, entre excellent et à rejeter. Et rien ne nous interdit cette fois de mettre 2 candidats sur la même ligne. Donc là, on va pouvoir pleinement s'exprimer. Alors, appliquons-le à nos cromignons. Là, j'ai fait des bulletins de vote qui sont en cohérence avec les préférences qu'on avait déjà. Le chat traître, le raton voleur, le panda dégueu. Là, vous voyez par exemple pour l'araignée, panda ou plante, pour elle, ça se vaut. Bref, on a nos votes. Comment analyse-t-on les résultats ? Eh bien, on représente le pourcentage obtenu par chaque candidat dans chaque appréciation, et on regarde sur le point médian, c'est-à-dire à 50%, quelle est l'appréciation de chaque candidat. Donc pour le chat traître, ça tombe dans à rejeter, pour le raton voleur, ça tombe dans insuffisant. Les 2 qui s'en sortent le mieux, c'est le panda dégueu et la plante masquée, qui sont sur une mention bien. Et quand il y a égalité, comme là, on regarde les mentions du dessus, il y en a plus en pourcentage pour la plante, ce qui fait qu'elle l'emporte. Alors, voilà une chouette expérience, non ? Pas vraiment pour le chromignon, parce que de toute façon, tous les candidats étaient quand même bien moisis dès le départ, mais ce qu'on a pu voir surtout, c'est qu'avec les mêmes données de départ, les mêmes électeurs, avec les mêmes préférences, et ben, selon le mode de scrutin qu'on choisit, on peut avoir des résultats complètement différents. Et ce qui est important, c'est qu'il y a des modes de scrutin qui sont bien plus fins que celui qu'on utilise actuellement dans notre Constitution. Voilà, ça fait quand même réfléchir. Est-ce que le représentant qu'on a élu pour nous représenter est bien celui qu'on aurait choisi, ou bien il a été placé là juste à cause des biais du système ? Suis-je meilleur si je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de sang. Alors, faisons un petit point. Est-ce qu'on est en démocratie ? On est dans un système de démocratie représentative, qui est la forme de démocratie la plus répandue dans le monde aujourd'hui, mais franchement, en termes d'expression du peuple, c'est vraiment pas extraordinaire. On n'a que rarement l'occasion de s'exprimer, on doit le faire par un mode de scrutin qui introduit des biais, et les rares fois où on peut s'exprimer de manière directe sur les lois, il arrive que les représentants utilisent des contournements pour faire les choses à leur idée sans tenir compte de l'avis du peuple. Donc, pour le gouvernement du peuple par le peuple, objectivement, il y aurait des choses à revoir. En attendant, à nous déjà d'être des citoyens impliqués, de manifester quand on a quelque chose à dire, en gilet jaune, en bonnet rouge, en nuit debout, à chacun de voir en fonction de ses idées, à nous de contrôler ce que font nos représentants et de les interpeller à ce sujet, de leur proposer des choses et de s'impliquer aussi soi-même, ne serait-ce que dans sa municipalité par exemple. Parce qu'en même temps, c'est une position bien facile de critiquer sans jamais rien faire, au prétexte que de toute façon c'est tous des pourris. Bah si c'est des pourris, vas-y toi gars, y a aucune raison que tu fasses pas mieux non ? Ou alors t'es aussi pourri, mais en plus t'es passif. Bougez-vous. Si vous voulez changer le système, ça va pas se faire tout seul. Par contre, attention à la récupération. Parce que, comme on le voit à chaque épisode, vous avez des renards qui traînent et qui sont prêts à exploiter votre colère de citoyen. Gardez votre esprit critique. Au nom du Conseil national de transition, seule et unique représentation légitime du peuple français. Sur le site du Conseil national de transition, on trouve une déclaration à l'ONU. Nous, peuple de France, avons proclamé la création d'un Conseil national de transition. Non, ça c'est vous, Conseil national de transition, qui avez proclamé la création d'un Conseil national de transition. Nous, non, je crois pas qu'on ait été consultés ici. Moi, en tout cas, j'ai pas eu l'info. Et voilà, là, on est au cœur du populisme. Vous avez des gens qui s'arrogent la parole du peuple, ils s'autoproclament représentants du peuple, et ils parlent à votre place. Le peuple veut ceci, le peuple décide cela, bah non, le peuple il s'exprime par démocratie directe. Donc là, c'est l'idée que tu te fais de ce que veut le peuple, et ça n'a aucune valeur, quoi. Au nom du peuple de France, représenté par une majorité de 55% ayant voté non en 2005... Ah, alors attends, on en apprend tous les jours. Donc ça veut dire que le choix de 2005, en fait, c'était soit oui, soit Sbadaravdjian, soit non, et dans ce cas, création d'un Conseil national de transition en 2015. Étonnant. Bon, il y a un récépissé de la Poste, pour l'envoi à l'ONU, mais ça prouve rien, à part qu'il y a bien quelqu'un qui réceptionne le courrier à l'ONU, bon... J'ai regardé sur le site de l'ONU, étonnamment je n'ai rien trouvé qui concerne ce Conseil national de transition du 18 juin 2015, donc il n'y a eu aucune reconnaissance par l'ONU. Et donc la Cour suprême alors. En ce jour, les Français réunis en assemblée sous l'autorité du CNT... Ah merde, soit je suis plus français, soit j'ai loupé le jour de l'assemblée. Donc, le CNT et blablabla, sa légitimité est établie par les textes fondamentaux de la Constitution qui indiquent clairement que toute violation de la souveraineté nationale oblige à une réaction du peuple représenté par n'importe quel citoyen ayant décidé de revendiquer au nom du peuple tout entier. Puisqu'on parle de violation de la souveraineté nationale, l'article 3 de la Constitution indique que la souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Vous êtes des représentants élus ? Non. Il y a eu un référendum ? Non. Donc, vous n'avez aucune légitimité. Aucune section du peuple, ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.
Et ça, même si il a un récépissé de la Poste qui atteste qu'il y a bien un service de courrier à l'ONU. Soyez lucides les gens, vous laissez pas embobiner par des discours démagogues, vérifiez ce que les mecs vous disent, faites des recoupements avec d'autres sources. C'est où, au fait, l'Elysée? Je sais même pas où c'est. Moi, je suis derrière, là, non? Et d'autres sans papier officiel. Voilà. Si on avait un papier officiel comme ça existe, c'est reconnu par l'ONU, etc. Je l'ai. J'ai des mandats d'arrêt, moi. Bah, montrez quelque chose. Je sais pas si je les ai. J'espère que oui. Hein. De toute façon, on est aidé par les extraterrestres. Alors... Ah merde, non, je sais pas privatisé. C'est pas privatisé. Maintenant, quand vous prenez les extraterrestres, je vais vous dire, on est là où on est. Alors, j'étais sur le point de conclure cet épisode quand l'ami du bon goût a débarqué. Bonjour. Tu veux nous montrer quelque chose de très important pour la démocratie, c'est ça? Quelque chose de... Oui, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui veut faire bouger les choses sur la démocratie, comme je savais que t'en parlais. Ok, donc c'est un extrait de journal télévisé de France 3 National 2014. C'est parti. Nous voulions vous présenter ce nouveau super-héros, Captain Europe. Il veille sur l'Europe et sur ses citoyens, anges ou héros. Oh non, le petit slip jaune. Captain Europe est partisan du grand saut fédéral. Ah, c'est le moment où il saute là, et avec son bras tendu, je trouve ça trop stylé. Ça m'étonne pas que ça te plaise, là. C'est le summum du mauvais goût. Sur son petit slip jaune, là. Il a le drapeau de l'Europe dans le dos quand même. Premier défi pour le super-héros. Aller à l'encontre des gens et leur parler un peu de l'Europe et surtout les écouter. Plongé dans le métro. Oui, bah ça va, c'est facile d'aller dans le métro de Bruxelles. Au milieu des institutions européennes, il est en terrain conquis là. Captain Europe ne dit rien, mais provoque la réflexion. Ça rigolerait moins s'il allait faire ça dans la campagne française, hein, avec la PAC et les réglementations qui étouffent les agriculteurs. Là, il prendrait un peu plus de risques. Au milieu des eurosceptiques, ce serait peut-être pas la même tisane. Touriste ou bruxellois, la photo fera le buzz sur les réseaux sociaux. Le buzz, non, là c'était optimiste. Et même le président du Parlement européen salue ce nouvel athlète de l'Europe. Monsieur le Président, vous le connaissez, Captain? Non, oui. Pas personnellement, mais je l'ai vu à plusieurs reprises déjà, oui. Il a un vrai contact avec les Européens, non? Comme nous. Regarde, même lui, il a trop honte du truc, il se barre vite fait. Captain Europe a un métier comme tout le monde, fonctionnaire dans une grande institution européenne. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Non, mais à la fin, il remontre son saut de misère, là, d'un autre angle. Je pense que là, avec ce plan, ils sont bien foutus de sa gueule. Mais je comprends pas, toi aussi, tu te déguises en super-héros. Mais moi, c'est clairement une parodie, lui. En plus, regarde, il reprend les codes de super-héros américains. Franchement, c'est quoi le symbole? On dirait que l'Europe, elle essaye juste de copier les USA, et qu'au final, c'est ridicule. Mais il est proche des gens, il essaye de les convaincre sur l'Europe, il fait des choses concrètes. Mais quel impact tu veux Et lui, que ça... il se mouille pour la démocratie, ça, c'est un super-héros. Il reste pas derrière son écran comme toi. Mais là, c'est pour l'Europe, c'est pas pour la démocratie. Mais moi, je l'admire. En plus, j'ai vu, il a dit qu'il prenait sa retraite, moi, je vais prendre la suite. Et je serai peut-être pas tout de suite au niveau pour être Captain Europe, d'accord? Mais par exemple, Sergent Europe. Sergent Europe? Eh ouais, et moi je vais y aller sur le terrain de la campagne française, voir les gens et faire des selfies avec le drapeau de l'Europe. Ce que tu vas trouver, c'est des emmerdes. Ils vont te démonter. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu crois que je me laisse facilement démonter? Ah non, mais je te parle de physiquement déjà. Ils vont te démonter. Tu pourras même pas... De toute façon, essaye pas de me dissuader, moi c'est décidé, j'y vais. Alors... Mais écoute au moins les conseils, t'es pas prêt. T'es pas prêt pour ce qui va t'arriver là, je te dis. Eh ben entraîne-moi alors, comme ça quand j'irai, je serai prêt. Tu vois, je t'écoute tes conseils, je prends du plomb dans la tête, comme tu dis. Ah ouais, mais là-bas, du plomb, tu vas t'en prendre, mais au sens littéral. Bah arrête de m'embrouiller avec ta littérature. De toute façon, avec ou sans toi, je vais le faire, alors. Tu vas m'aider ou pas? Ok. Ce sera tellement long et tellement dur que tu vas même pas arriver au bout de l'entraînement. Et là, je vais bien me marrer. C'est toi qui vas être surpris. Tel qui rit vendredi, dimanche pleurera. Alors d'accord, là on est mercredi, mais du coup, ça veut dire que... Et quand tu verras que tu y arrives même pas, tu te rendras compte que c'était des chimères. Et tu laisses ma mère tranquille. Sergent Europe. Samedi pleurera. Eh ben samedi tu vas pleurer ta mère, tiens. Bon, il nous reste des choses à voir. Puis on sait pas non plus ce que va donner ce fameux entraînement, combien de temps ça va devoir durer, si Sergent Europe va pouvoir prendre la suite de Captain Europe, et si ça va changer grand chose à la démocratie. Mais voilà, la démocratie a parlé. J'ai fait un petit sondage il y a 10 jours auprès des abonnés de la chaîne, et il en est ressorti, à part un plébiscite assez incompréhensible pour le retour de l'autre espèce de grande carotte là, que les abonnés préféraient un format de 2 épisodes plutôt qu'un seul. Il faudra donc revenir pour avoir le fin mot de tout ça, et vous aurez très bientôt le second volet de cette enquête qui s'intitulera « Il cherche la démocratie, ça tourne bien ».
En attendant, restez des citoyens éveillés, impliqués, et que l'obscurantisme retourne à l'obscurité. Ciao.